Chère ambassadrice, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'aimerais aborder avec toi une vidéo très intéressante sur les 3 façons de devenir une proie facile pour les relations toxiques, pour les pervers narcissiques. C'est une vidéo que j'avais déjà énoncée anciennement, les 3 profils types qui profitent aux pervers narcissiques et qui souvent forment des couples atypiques, mais qui en soi permettent autant à l'un et à l'autre de se nourrir. Alors ces 3 profils types sont l'empathe dans un premier temps. Pourquoi l'empathe? Parce que c'est une personne qui a besoin d'aider l'autre, il est constamment dans la donation de sa personne, et donc du coup, il aura besoin de s'occuper en fait du pervers narcissique qui se victimise et qui a toujours besoin qu'on soit là à ses petits soins. Et comme elle se vend ainsi, donc ça arrange énormément l'empathe, et en même temps, bien sûr, le pervers narcissique va profiter de manipuler l'empathe, qui est loin d'imaginer qu'en réalité tout ça c'est un jeu de rôle dans lequel il est en train de tomber. Le deuxième profil type dont j'avais parlé, c'était l'hypersensible. L'hypersensible qui justement a beaucoup de qualités humaines, tout comme l'empathe, une grande qualité d'intelligence émotionnelle, pour lequel bien sûr le pervers narcissique a besoin de soutirer ses qualités humaines parce qu'il en est dépourvu. Et inversement, l'hypersensible se nourrit d'un faux charisme, d'une fausse assurance que le pervers narcissique veut bien se prêter en se faisant passer pour bien sûr ce qu'il n'est pas, en donnant l'impression que voilà, il assure, il est là, il est présent, il prend la parole, il se met en avant, chose qui impressionne énormément l'hypersensible parce qu'il en est incapable. Et bien sûr, le troisième et dernier profil type, qui font donc des couples atypiques, c'est le HPE, HPI, qui sont beaucoup plus sensibles et qui sont dotés d'une intelligence émotionnelle, une intelligence de cœur beaucoup plus développée encore que l'hypersensible, et qui du coup est également très impressionné par le bagou que pourrait avoir le pervers narcissique, toujours dans cette phase love bombing, où il se vend sous une image qu'il n'est pas et qu'il n'assumera pas, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, avec le temps. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais aborder dans cette vidéo proprement dit, c'est qu'est-ce qui a fait d'une personne un empathe? Car je suis directement concerné par la situation. Comment devint-on empathe? Pour ce qui est de l'hypersensibilité et de l'HPE-HPI, je dirais que ça pourrait emprunter les mêmes causes, les mêmes origines, à ceci près, c'est que souvent, il peut y avoir dans la lignée des parents, on va dire chez les aïeux, certainement un oncle, une tante, un cousin éloigné ou un grand-père, arrière-arrière, grand-mère, qui était peut-être de la sorte et qui, épigénétiquement parlant, influence les gènes de la descendance qui va venir après. Ça peut s'expliquer pour les 3 profils dont je t'ai cité, mais ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est littéralement, on va dire, l'environnement de la conception de l'enfant qui va naître et qui va interagir directement avec ce que la mère va ressentir et va lui transmettre pendant toute cette conception. Et effectivement, devenir empathe, devenir une personne qui a un don d'empathie, une oreille développée pour comprendre l'autre, son besoin, également ressentir ce besoin d'aider l'autre, d'essayer de ne pas rester juste une oreille, mais d'avoir cette capacité d'expliquer, de mettre le doigt sur la problématique et d'aider la personne à grandir dans sa problématique pour pouvoir s'en sortir. Il y a au moins 3 façons de devenir empathe. La première est liée à l'environnement de la conception dans lequel l'enfant est conçu. Ça, c'est le premier. La deuxième, ça va être l'éducation, le conditionnement familial de la fratrie, l'influence qu'il pourra y avoir sur l'enfant qui va évoluer dans cette famille.
culture, la religion, la croyance, l'époque, tout ça bien sûr y joue, mais également le caractère et la sensibilité propre de la personne. Donc tout ça bien sûr ce sont des critères qui peuvent toucher également l'hypersensible et également l'HPE, l'HPI, on est d'accord. Ce qui est intéressant dans l'environnement de la conception qui concerne l'enfant à naître, qui va devenir empathe, c'est que si jamais la mère se sent sécurisée et se trouve dans un environnement social, familial, financier, affectif, sexuel et physique très sécurisé, tout ce que demande en réalité une femme dans ses besoins fondamentaux que j'ai pu aborder également dans une autre vidéo, eh bien, puisqu'elle a tout ce dont elle a besoin, eh bien, elle va avoir les solutions à tous les problèmes qu'elle va pouvoir peut-être ressentir, vivre et avoir systématiquement la réponse adéquate pour pouvoir s'en sortir. Ce qui fait que dans l'environnement intra-utérin de l'enfant, ça sera perçu comme quelque chose de sain pour le développement de l'équilibre de l'enfant. Par contre, si jamais cette mère ne ressent pas cette sécurité, elle ne se sent pas sécurisée, mais au contraire, elle est stressée. Qui dit stress, dit souvent peur, crainte, comme émotion. Après, bien sûr, il y a un ressenti qui est rattaché à cette crainte, à cette peur. Alors, qui dit stress, dit cortisol, dit adrénaline, et dit également catécholamine. Donc ce sont des substances hormonales qui sont sécrétées bien sûr souvent par les surrénales pour remédier à ce stress. Mais bien sûr, c'est pour remédier à un stress, pour essayer d'équilibrer, mais le stress n'étant pas réglé du fait que la problématique demeure, le corps va continuer à sécréter ce genre de substances jusqu'à fatigue en fait du corps. Le problème, c'est que lorsque ces substances sont sécrétées dans le corps, eh bien, ça va passer par la paroi du liquide amniotique qu'il y a entre la maman et le bébé. Et ce liquide va baigner de ces substances toxiques. Quand la mère va s'adresser à elle-même, ce type de paroles sont des fréquences hertziennes très très basses. Les fréquences hertziennes très très basses mettent facilement en résonance, on va dire, le liquide amniotique, et du coup ça va mettre en résonance le front du bébé, les mains du bébé, la bouche du bébé, tout ce qui va faire réagir, on va dire, le fœtus à l'intérieur du ventre de la mère qui est en pleine fabrication. Et ces fréquences, ces basses fréquences, vont rentrer en résonance et permettre à ce liquide amniotique à se diffuser, pour lequel bien sûr le bébé va prendre toute cette substance. Et du coup, c'est une mauvaise chose en soi parce que eh bien, ce liquide amniotique va amener l'enfant, par ces fréquences basses de la mère qui parle, à déglutir cette substance, déglutir ces substances de stress, ces substances qui sont en soi toxiques. Et c'est en cela que c'est pas bon, parce que ces substances toxiques vont commencer à affecter l'enfant et ça va affecter son système cognitif, tout ce qui aura un lien à la prise d'information, la prise de connaissance et de compréhension des choses. C'est ça qui fait que son système cognitif sera fortement altéré, tout simplement par rapport au ressenti, au stress lié à un malheur, à quelque chose qui aura affecté la mère. Donc plus la mère va vivre une situation, on va dire, stressante, pour laquelle elle a besoin d'un soutien, elle a besoin d'être rassurée, alors il va y avoir deux cas de figure. Soit l'enfant qui va trop prendre comme une éponge par le liquide amniotique, le placenta, et ben, soit il va devenir un copier-coller de sa propre mère, c'est-à-dire qu'il va vivre
la situation que la mère vit comme si c'était lui qui la vivait, alors qu'en réalité c'est la mère qui est en train de le vivre. Donc si jamais c'est un stress, mettons la peur, liée à une réaction, soit du mari, soit de la famille, soit la peur de manquer, soit la peur de se retrouver sans manger, ou voilà les rudiments les plus élémentaires d'une mère pour nourrir son enfant, eh bien l'enfant va complètement prendre ça en pleine poire. Soit il va le subir, ou soit il va en être la solution. C'est-à-dire, la mère va charger l'enfant d'être un élément qui est censé lui apporter ce soulagement, cette sécurité dont elle a besoin. C'est un petit peu donc mon cas, ayant été mis au monde dans un processus similaire à ce que je suis en train de te décrire. J'ai été en fait le deuxième cas de figure, c'est-à-dire celui qui devait être la solution, le remède, la guérison émotionnelle que ma mère était en train de vivre. Voilà pour quelle raison je suis devenu empathe, celui qui est prêt à aider l'autre, celui qui est prêt à sécuriser, celui qui est prêt à donner confiance, rassurer pour que la personne puisse continuer à vivre posément, tranquillement, sans stress. Voilà pour quelle raison le métier que je fais est totalement orienté vers les sciences humaines, vers le social, tout ce qui touche, on va dire, à la psychologie, le bien-être, l'écoute, l'aide à la personne. Voilà. Alors que ce soit l'un ou l'autre, ce besoin d'être en contact avec un être humain et de lui apporter de la valeur pour la rassurer. Voilà, je t'ai expliqué un petit peu grosso modo comment un empathe pouvait voir le jour. Alors c'est sûr, ce sont des choses qui te dépassent complètement. On ne peut pas agir à cela, sachant que quand une mère ressent ces choses-là, eh bien malheureusement, elle le subit et elle le fait subir également à son enfant qui est en pleine fabrication, qui est en pleine procréation. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait modifier par rapport à cela? Mais c'est pour ça qu'il est dit, souvent le conseil de ne pas contrarier une femme enceinte, parce qu'on sait pertinemment ce que ça génère. Lorsqu'elle manque de quelque chose, bizarrement, il existe ce qu'on appelle des taches de manque, qui se sont visibles, qui sont devenues physiques par rapport à un besoin proprement dit, ressenti par la mère. Quitte à choisir, si on avait ce choix-là, mais ce n'est pas le cas, vaut mieux être le remède, la solution vivante qui va voir le jour, plutôt que le parfait clone de sa propre mère qui va être sensible autant qu'elle à un problème qui ne lui est pas propre du tout, qu'il n'a pas vécu, et pourtant il va porter le poids de la douleur, le poids de la fréquence du malheur, et c'est bien dommage. C'est ce qui, du coup, crée énormément de personnes qui peuvent être hypersensibles, des personnes qui peuvent être HPE et HPI, parce que du coup, ils deviennent la version clone de ce que la mère a pu ressentir. Je te remercie de m'avoir suivi. Si tu as besoin de me faire un petit commentaire, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas. Cette vidéo, elle est là justement pour t'aider à comprendre, à essayer de savoir où tu en es, mieux te cerner, comment les choses te parlent, et bien sûr, essayer d'interagir avec toi. Merci beaucoup, encore une fois de plus, de me suivre. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.